Bienvenue dans The Interpreter's Journal, le podcast où chaque épisode vous plonge sans filer dans les coulisses du métier d'interprète. Des voix que l'on entend sans jamais les connaître, des vies tissées de mots, de choix, de ruptures, de luttes. Je suis Saïdina Touraza et aujourd'hui, attachez vos ceintures. Nous recevons une femme dont le parcours est tout sauf linéaire. Une pionnière, une militante, une formatrice, une figure incontournable dans les cabines africaines et dans les cercles de laïcs. Marjolaine Eskande Wadike. En 1981, alors qu'elle débute sa carrière, cette jeune Française passionnée de langue prend un virage décisif. Elle se marie, s'installe au Nigeria, se naturalise et devient peu à peu une figure incontournable du continent. C'est ici qu'elle forge sa voix, sa mission, son combat. Marjolaine, ce n'est pas qu'un nom sur un badge de conférence. C'est une formatrice, une alliée, une battante. C'est elle qui a dit non quand il le fallait, porter des revendications, négocier des virages délicats, traverser des tempêtes professionnelle. Dans cet épisode, elle revient pour la toute première fois sur plus de 40 années d'une trajectoire hors du commun. Un entretien vrai, fort, sans langue de bois. Bonjour Marjolaine, comment tu vas? Bonjour Saïdina, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté d'assister à notre entretien. À Euh, reculons, mais oui, à reculons, d'accord, ok. Mais merci quand même. Donc on je va t'en commencer prie. cet entretien. Tu sais qu'on a l'habitude dans des Interpreters Journal de lire le journal de l'invité à chaque fois. Oui. Et on a lu ton journal et il y a une chose que nous avons apprise, que Mhm. certains savent, mais moi je le savais, mais bon, d'autres vont le découvrir. Tu es né en Afrique. Absolument. Je suis À quel... née en Oui, Zambie. À oui, l'époque, c'était encore la Rhodésie du Nord, ok, donc avant l'indépendance. Et j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans. Et c'est à l'âge de 12 ans que nous sommes rapatriés en France. d'accord, ok. Donc d'une certaine manière, en fait, ton retour en Afrique au Nigeria, c'était un retour aux sources. Absolument. Absolument. D'accord. Et je dis souvent que ce n'est pas pour rien que j'ai épousé un Africain pour pouvoir revenir sur le continent. C'est effectivement, ce n'est pas pour rien. D'accord, super. Marjolaine, maintenant on va parler de tes débuts. Mhm. Déjà, en fait, l'interprétation. Comment est-ce que tu es tombé dans la marmite de l'interprétation? Comment tu as découvert ce métier? Est-ce qu'il y a eu un déclic quand tu étais, je sais pas, au collège, au lycée? À quel moment tu t'es dit, je veux étudier l'interprétation, la traduction, je veux devenir traductrice ou interprète? En fait, justement parce que je suis née en Afrique, j'ai fait toute ma scolarité primaire en anglais et Mhm, j'ai toujours aimé les langues. Donc, arrivé en France, j'ai continué l'anglais en première langue puisque je suis entrée en cinquième. En mhm, quatrième, j'ai pris l'allemand comme deuxième mhm. langue étrangère et en second, je me suis mis en classe A5 et j'ai appris l'espagnol. Voilà. Ah, d'accord, ok. Donc, je savais que je voulais travailler avec les langues. Bien entendu, à cet âge-là, on ne sait pas ce qu'on veut faire, hein, de toute façon. Alors, Mhm, comment est-ce que j'en suis arrivée à l'interprétation? Euh, une fois que j'ai eu mon bac, j'ai fait une année de DUG en langue appliquée. mhm, Et puis, mes parents connaissaient de longue date une amie qui était à Genève et qui était, elle, interprète de conférence. mhm. Et c'est un peu ma mère qui m'a orientée. Elle m'a dit, pourquoi ne pas faire ça? Et tout de suite, D'accord, j'ai sauté sur l'occasion. ok, ok. Voilà. Et du coup, ensuite, tu as étudié la traduction. Oui, je suis allée à Genève, à l'ETI, donc l'école de traduction et d'interprétation de Genève, où j'ai Mhm. d'abord fait 4 ans de traduction. Et ensuite, l'interprétation. Et l'interprétation, Genève, c'était pas une ville que j'appréciais énormément parce que moi j'étais une tête brûlée à l'époque. Je trouvais que Ok. Genève était une ville un peu trop plan-plan. Et j'ai essayé, je me suis dit, je vais aller voir ailleurs s'il y a d'autres écoles. Et j'ai entendu parler de l'école de Londres, Mhm, la PCL à l'époque, qui dépendait de mhm, l'université de Westminster. mhm. Je me suis présentée à l'examen et j'ai été reçue. L'avantage par rapport à Genève, parce que j'aurais pu rester à Genève pour faire l'interprétation, c'est que au PCL, on demandait déjà aux Européens d'avoir 3 langues passives. D'accord. Et toi, J'avais tu avais... Oui. j'avais l'anglais, l'allemand, l'espagnol, je l'avais pas vraiment bien, et je me suis dit qu'est-ce que je vais apprendre comme langue utile pour le marché européen. Et Mhm. quelqu'un m'a dit, je sais plus qui, ben, le néerlandais. Une fois que tu as l'anglais et l'allemand, le néerlandais sera facile à apprendre. Bon, facile à apprendre, façon de dire les choses.
Toujours est-il que j'ai fait propédeutique en néerlandais en Allemagne, parce que je connaissais Mhm, déjà mon futur époux, donc je suis allée en Allemagne, à Heidelberg. Et là, mhm, là, j'ai fait une année de propédeutique en néerlandais. Je me mhm. suis présentée à l'examen à Londres et j'ai été acceptée. Donc, D'accord. avec anglais, allemand et néerlandais comme langue passive. Et après ces études, tu as commencé ta carrière immédiatement. J'ai commencé immédiatement parce que l'avantage au PCL, c'est qu'il y avait des chefs interprètes de différentes organisations qui venaient à l'examen. Mhm. Et tout de suite, à mon examen, où bon, je l'ai réussi, il y a le chef interprète du Parlement européen qui est venu me voir et qui m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de venir chez nous? Mhm. Le chef interprète Skik, là, de Bruxelles, de la Commission, m'a demandé la même chose. Donc pendant 2 mois, j'ai hésité entre les deux. Et Mhm. finalement, j'ai choisi le Parlement. Donc, je suis allée à Luxembourg où ils ont une antenne, le Parlement européen a une antenne à Luxembourg. J'ai fait Ok, 2 mois de stage avec une copine qui, elle, venait de l'ESIT, de Paris. On ok. a fait 2 mois de stage bon, pour me perfectionner. Et au bout de 2 mois, voilà, on m'a mis en cabine. Et j'ai Et là, commencé à Luxembourg. on est en quelle année là? On est en 1981. D'accord. Donc Marjolaine commence sa carrière en 1981. Oui, il y a très longtemps. D'accord. Est-ce que tu te souviens de ta première cabine? Qu'est-ce que tu Oh as là là. ressenti à ce moment-là? Est-ce qu'il y a une image ou une émotion qui te revient à ce moment? Oui, 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 Ouais. c'était une réunion. Il y avait justement l'anglais, allemand, néerlandais et français comme cabine. Ok. J'arrive le premier jour et les délégués allemands n'étant pas là, la Mhm. cabine allemande est partie. Or, c'était en cabine allemande qu'il y avait l'autre relais à partir du néerlandais. Ah, Donc, le premier jour, je me suis oui. retrouvée seule à faire à partir du néerlandais avec la cabine anglaise qui était en relais sur moi. Oh. C'était une réunion sur la navigation fluviale. J'ai eu droit à tous les noms de fleuves et de rivières en néerlandais ou en flamand. Bon, ça a été vraiment extrêmement difficile. Sauf que, à mon grand étonnement, le collègue qui me prenait en relais en cabine anglaise est venu me féliciter par la suite. Alors que moi, Oh. je sais que c'était pas du tout ça, hein. Mais bon, Mm. voilà. Donc, ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que d'habitude, on n'a pas à être pivot unique, de toute Mhm. façon. Et Mhm. en tant que débutante, encore moins. Donc, Oui, cette réunion, je elle m'a comprends. vraiment marquée. Je l'oublierai jamais. Et je Je n'oublierai comprends. jamais les réunions, les noms de fleuves que j'ai appris par la suite, d'ailleurs. Ok, d'accord. Et tu es resté combien de temps avec eux? Je suis restée 2 ans à Luxembourg. Alors, je me plaignais déjà de Genève. Alors, Luxembourg, c'était encore pire. Mhm. Et mon néerlandais était bancal, hein, parce que je l'avais appris en un an, ça suffit pas. Je ne sais pas comment j'ai réussi d'ailleurs au PCL avec le néerlandais. Les dieux devaient être avec moi. Et je me suis dit, dans la mesure où on me prendra en relais à partir du néerlandais, parce que c'est quand même une langue relativement rare, entre guillemets, il faut que j'aille me Mhm. perfectionner. Du coup, je me suis dit, eh ben, le meilleur moyen, c'est d'aller aux Pays-Bas. Ok. J'ai contacté le Congress Tolken, c'est le secrétariat qui gère les réunions, c'est connu, hein, c'est une institution aux Pays-Bas. Mhm. Et je les ai contactés, ils m'ont dit oui, oui, tu peux venir, on a besoin de cabine française, etc. Donc j'ai déménagé, je suis allée m'installer à Amsterdam et j'ai eu énormément de travail et surtout j'ai bien appris la langue parce que je suis restée longtemps là-bas. Tu es resté combien de temps? Je suis restée dans un premier temps 3 ans. Mhm. Au bout de 3 ans, avec mon mari, on est reparti, on est revenu ici une première fois au Nigeria, à Aba. Mhm. Ça n'a pas vraiment marché. Donc 2 ans après, on est reparti s'installer à Amsterdam et je suis restée encore là-bas 3 ans. Abba, pour précision, c'est dans l'est du Nigeria. C'est dans l'est du Nigeria, oui. D'accord, ok. Donc tu es retourné, ensuite tu as passé quelques temps aux Pays-Bas. Et je suis repartie aux Pays-Bas un certain nombre d'années et on est revenu pour de bon en 1995 au Nigeria. En 1995, tu es revenu ici. Voilà, pour de Et- bon. Mhm. Au début, j'avais gardé mon domicile professionnel aux Pays-Bas, donc j'y retournais, disons, 2 fois, 2 mois par an pour gagner un Mhm. peu d'argent. Et un beau jour, je me suis dit, bon, il faut se lancer sur le marché nigérian, il n'y a pas de raison, d'autant que la CEDEAO était là. Et Mhm. j'ai contacté Feu Taiwo David, une très chère Oui, collègue qui est décédée, personnel, oui. avec qui j'avais fait le PCL. Et c'est Mhm. elle qui m'a introduit, pour ainsi dire, auprès de la CEDEAO. Et j'ai D'accord. commencé donc à travailler pour la CEDEAO à ce moment-là. Ça, c'était en 2000, oui, 99-2000 à peu près. 99-2000. Donc entre 95 et 80 et 2000, alors qu'est-ce que tu faisais?
Et j'étais donc à Port Harcourt, c'est dans Mhm. l'est du Nigeria. J'ai travaillé en tant qu'enseignante d'anglais dans l'école privée Elf Michelin, une école française, donc pour les expatriés français, Mhm. enfin les enfants d'expatriés français qui travaillent dans le pétrole, bien sûr. Et il y Ouais, bien avait une sûr. école Elf Michelin qui existait. Et là, j'ai été prise comme enseignante d'anglais. J'ai Mhm. enseigné 3 ans D'accord, ok. avant d'avoir du travail pour la CEDEAO. Et là, bien sûr, j'ai tout lâché. Et je faisais la navette. J'ai fait la navette un certain temps entre Port Harcourt et Abuja. Et puis un beau jour, mon mari m'a dit, bon, ça suffit, faire la navette. Moi, à chaque fois que je te vois prendre un avion, un vieux coucou là qui risque de tomber, tu sais quoi, on va aller à Abuja. Donc, on D'accord. est venu à Abuja s'installer en 2005. Donc, si je comprends bien, en fait, pour résumer, tu as eu une période de pause dans ta carrière, de 3 ans au cours desquels tu as enseigné la langue française. Anglaise. J'enseignais Anglaise, pardon. l'anglais. Oui, l'anglais, oui. C'était Oui. une pause bienvenue dans la mesure où, à un moment donné, je me suis dit, l'interprétation, c'est bien, j'aime, hein, Mhm. mais on n'invente rien. On ne fait que répéter ce que disent d'autres gens et ne vient de nous-mêmes, quoi. Donc, c'était une pause qui était vraiment la bienvenue à ce moment-là. Et j'ai retrouvé la cabine avec d'autant plus de plaisir après ça, je dois dire. D'accord, ok, super, super. Euh, Avec une carrière aussi longue que la tienne, une carrière aussi engagée, il y a forcément eu des défis. À part, bien sûr, la pause que tu as prise et d'autres défis, est-ce qu'il y a certains défis qui sont beaucoup plus personnels, d'autres qui ont une portée collective? Est-ce que tu as pris part, par exemple, à des combats pour défendre le droit des interprètes, pour améliorer les conditions de travail, entre autres? Oui, j'ai eu un gros défi. Mhm. Nous, à l'AIC, pensions que ce serait une bonne idée de signer un accord cadre avec la CEDEAO. En Nous quelle avons année, s'il te plaît? donc, c'était en, voilà, là, exactement, je sais plus, ça devait être 2008, 2009, je pense, quelque chose comme ça. D'accord, donc les années 2000. Voilà, donc toujours les années 2000. Nous avons approché la commissaire. Elle a donné son accord de principe. Une délégation de négociation a été mise sur pied, dont j'étais l'une des membres, et nous avons élaboré un projet d'accord. Nous nous sommes grandement inspirés de celui qui existe déjà avec les Nations Unies, bien sûr, sauf qu'on l'a adapté aux circonstances locales, on va dire. Tout à fait, je Nous, comprends. nous étions prêts, nous avons soumis donc ce projet d'accord à la CEDEAO, et là, nous avons attendu assez longtemps. Il n'y a pas eu de réponse, et Mhm. malheureusement, le projet n'a pas abouti à ce moment-là. Ça a été difficile dans la mesure où j'étais convaincue que c'était une bonne idée, d'abord parce que un accord, c'est gagnant-gagnant, tant pour les interprètes que pour l'organisation qui signe, puisque tout Mhm. est clairement posé, les conditions de travail, etc. Bon, malheureusement, ça n'a pas abouti, et pour moi, ça a été un échec personnel, j'avoue. Ok, pourquoi? Bah parce que justement, ça n'a pas abouti d'une part, et puis j'ai été attristée aussi parce que je trouve que les collègues n'ont pas fait preuve de beaucoup de solidarité à l'époque. Et À c'est nous l'époque, qui ok. étions membres, disons, de la délégation professionnelle qui avons pâti de cette initiative. Voilà. Ok, d'accord. Quand tu dis pâti, est-ce que tu peux être plus précise? Je n'ai pas eu de travail pendant un certain temps. D'accord, ok, une suspension donc. Et aujourd'hui, près de 20 ans après, quel regard est-ce que tu portes sur ces événements que tu viens de nous conter? Je me dis que ce serait quand même une bonne idée d'avoir un accord cadre. Ça, je continue à le penser. Ça, c'est le premier point, oui. Ça, c'est le premier point. Et j'espère que ça va se faire. J'espère que ça va se Donc, faire mhm, parce que, bon, comme ça, les choses sont claires pour tout le monde. On n'a plus à se battre pour des choses pour lesquelles on n'a plus à se battre, genre se faire payer, enfin, les conditions de travail en général, etc. mhm, Qui sont mhm, d'ailleurs respectées par la CEDEAO. C'est pas ce que je dis, hein. mhm. Mais je pense que les choses seraient plus claires pour les deux parties, tant les D'accord, freelances ok, que l'organisation elle-même. ok. Et tu penses, quel regard tu portes sur ton attitude ou plutôt euh, ta réaction au moment des faits aujourd'hui? Est-ce que tu ferais les choses différemment? Je serai sans doute un peu plus patiente. La Mhm. patience n'est certainement pas une de mes vertus, ça je le reconnais. Et j'aurais sans doute dû faire preuve de plus de patience et de plus de diplomatie. La diplomatie, c'est pas mon fort non plus.
Ah oui. Donc voilà. Donc je crois qu'avec plus de patience, plus de compréhension et plus de dialogue, on aurait peut-être pu faire Puis, aboutir les choses. ben écoute, c'est pas trop tard, hein. On Non, peut c'est pas encore trop revenir. tard. C'est C'est pas pas trop trop tard, on peut tard. encore revenir. Oui. Mais ce n'est pas moi qui vais monter au créneau. Ça, Je comprends, je comprends. c'est aux jeunes de le faire. Parce que bon, je pense qu'il faut renouveler. Il faut renouveler, avoir un autre regard, un nouveau regard. Les Mhm. jeunes ont un nouveau regard là-dessus. Donc, ben, je leur souhaite du courage. Et Et c'est un peu j'espère pour ça que tu es ici que aussi. pour ça que je suis ici aussi. Oui, tout à fait. Oui, oui. D'accord. C'est très intéressant. Écoute, quand je pense à ta carrière, il y a beaucoup d'éléments. On a parlé du début de ta carrière, on a parlé de tes combats, un de tes combats en tout cas. Et il y a deux éléments que je voudrais aborder sur ta carrière. Le premier, c'est l'aspect formation, parce qu'au fil des ans, tu as non seulement interprété, tu as formé, tu as accompagné des générations d'interprètes. Au PAMSIT, tu étais formatrice au PAMSIT, où tu l'es encore. Je ne le suis plus parce que je n'ai plus l'âge d'enseigner à l'université. Donc, l'université D'accord, d'Accra m'a remercié pour mes d'accord. services. Hum, J'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'ai enseigné pendant 10 ans à l'université d'Accra. J'ai adoré. D'abord, avant de former, je me suis formée pour devenir formatrice. Oui, Je me suis inscrite à une formation qui était offerte par Andrew Gillis à Rome. J'ai d'accord, fait une formation avec Barbara Moser au Kenya. J'ai fait une autre formation avec Claire Donovan à Accra. Et j'ai dû en faire une quatrième. En tout cas, je me suis vraiment formée pour devenir formatrice, parce qu'on ne devient pas formateur ou formatrice comme ça. Il faut être formé, quoi. oui, tout à fait, oui. Et j'ai aimé, j'ai adoré. Là, ces 10 ans, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, si l'université ne m'avait pas remerciée, je pense que je serais encore sur le programme d'Accra. Tu as enseigné pendant 10 ans. Oui, de 10 ans, de 2012, on a commencé en 2012 jusqu'en 2022. Tu en as vu passer les générations. J'en ai vu passer, absolument. Et c'était un combat aussi de ma part et de la part de collègues d'ailleurs qui ont enseigné avec moi, parce Mhm, qu'on savait qu'entre ma génération d'interprètes, là, les Africains pouvaient encore aller se former à l'étranger, etc. Et puis après, c'est devenu difficile. D'abord, il fallait obtenir un visa, ce qui n'était pas évident. La formation coûtait cher. Donc, il y a toute une génération d'entre deux, disons, qui n'a pas été formé en Afrique. Et c'est pour ça d'ailleurs que le projet PAMSIT a été créé. C'était pour mhm. former des Africains sur place. D'accord, Voilà. Et oui, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu passer pas mal d'étudiants, absolument, dont je suis d'accord. très fière d'ailleurs. Oui, bien sûr, je le comprends. Le deuxième aspect que je voulais mentionner dans ta carrière, en fait, c'est l'aspect vie personnelle, équilibre familial. Parce que tu es non seulement mère, mais tu es aussi grand-mère aujourd'hui, n'est-ce pas? Je suis Tu as tout. grand-mère. Oui. Ah, oui, Et oui, tu es resté je vais être marié à grand-mère ton une mari. seconde fois cette année, en fin d'année. Donc, ce sera le Ben, deuxième petit félicitations. enfant. Merci. Félicitations. Et donc, comment tu as réussi Euh, au fil des ans à trouver cet équilibre entre la vie familiale et professionnelle? Quel sacrifice? je, Est-ce que tu as dû faire des sacrifices en chemin, par exemple? non, je n'ai pas fait de sacrifice. Je pense que j'ai eu la chance, vraiment une très grande chance, d'avoir un époux extrêmement compréhensif. Extrêmement compréhensif parce que c'est pas évident. Quand je lui dis, bon, ben, je pars la semaine prochaine, je le laissais seul avec les enfants. Et il n'a jamais dit non, arrête-toi. Je veux dire, je pense que c'est grâce à mon époux que j'ai pu trouver cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. C'est une question qui revient presque à chaque entretien parce que nous avons des jeunes collègues femmes, qui se demandent souvent comment concilier les deux, la vie familiale avec la vie professionnelle. C'est difficile parce on est souvent absent, c'est vrai. Mhm. En plus, on le sait jamais à l'avance. Hein, c'est peut-être une semaine ou 2 semaines avant qu'on sait qu'on doit voyager. Et je sais que pour les femmes, c'est pas du tout évident de concilier la vie professionnelle et familiale. C'est pas du tout évident, mais je répète que moi j'ai un mari adorable qui a pris soin des enfants. Vraiment, pour les enfants, c'était bien aussi d'avoir un papa qui a pris Présent. soin d'eux. Et Oui. non, vraiment, c'est grâce à mon époux que j'ai pu trouver cet équilibre. J'ai pas d'autre solution que celle-là à proposer. On le souhaite à tout le monde alors d'avoir un époux compréhensif. Ben, écoute, Marjolaine, merci. Pour terminer, nous avons deux grandes questions que nous avons l'habitude de poser à nos invités. La première question, c'est
Marjolaine, tu as une longue carrière de 40 ans, une quarantaine d'années presque. Euh, 44. im- 44, 44 ans. Oui, Ok, bah félicitations. Donc, imagine que tu es la Marjolaine de 1981 face à toi, fraîchement diplômée, pleine d'enthousiasme et d'espoir, prête à commencer sa carrière. Que lui dirais-tu et quels conseils est-ce que tu lui glisserais à l'oreille aujourd'hui, fort de tout ce que tu sais aujourd'hui du métier, de toute ton expérience? euh, je dirais d'abord que les interprètes doivent apprendre à être humbles. Pour moi, le premier principe de l'interprétation, c'est il faut faire preuve d'humilité. D'ailleurs, je crois que Justine l'a dit avant moi là, dans le dernier entretien que vous Épisode? avez eu avec elle. Oui, Nous devons connaître notre place tout en sachant nous affirmer et essayer de faire défendre nos droits. Parce que les gens, ils savent pas ce que c'est que l'interprétation. tout à Ils fait. imaginent, voilà, on a quelques langues, on peut se mettre en cabine indifféremment, on peut travailler dans tous les sens, etc., sans problème. Non. Et c'est un travail d'éducation qu'il faut faire tous les jours auprès du client. Et il faut faire preuve de patience, parce que parfois, on peut prendre pour acquis le fait que que les clients savent ce que c'est que l'interprétation, ils ne le savent pas. Donc, il faut leur expliquer, éduquer le client, être patient, bien leur expliquer pourquoi il faut ceci, cela, etc. Et ça, c'est un combat quotidien. Et pour ça, il faut être patient. Il faut être D'accord. patient. Donc, humilité, Et pédagogie et patience. patience. Voilà. D'accord, c'est bien, c'est noté. Et une dernière question emblématique de notre podcast d'Interprétage Journal. Si tu pouvais lire le journal intime de n'importe quel interprète, n'importe lequel, qui choisirais-tu et pourquoi? Euh, j'ai réfléchi à la Oui, question. J'avoue que peut-être que j'aimerais lire le journal intime, si cela existe, d'une certaine Pat Langley, qui a été celle qui a lancé le cours au Polytechnique de Londres d'accord, et qui avait une vision justement de former des Africains, parce qu'elle savait qu'il y avait un besoin de formation. Et à ce cours, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait presque la moitié des étudiants qui venaient d'Afrique, de tous les pays d'Afrique. C'est là où j'ai connu Taiwo, David, justement. C'est là où j'ai connu Micheline Chandeux, aussi, qui a été à la BAD par la suite. Michel, qui malheureusement est décédé. Bon, Anne aussi, qui malheureusement est décédée. Donc, j'aimerais bien savoir quelle a été la vision de Pat Langley pour justement créer cette formation pour les deux, hein, pour les Européens et pour les Africains. Ce qui fait qu'on avait des échanges intéressants d'ailleurs. Il y avait deux cultures, c'était vraiment très très intéressant. Donc j'ai pensé à elle. Voilà. d'accord, c'est noté, c'est noté. Ben écoute, merci beaucoup Marjolaine. Merci à toi. Je voulais terminer sur une blague, si tu permets. Vas-y, je t'en prie. Voilà. Une grosse bourde que j'ai faite dans ma carrière. Il y en a plusieurs, hein, parce qu'on fait tous des erreurs. Mais alors celle-là, elle était magnifique. Vas-y, je t'écoute. C'était aux Pays-Bas, Uh-huh, dans la salle qui s'appelle la salle des Chevaliers. Donc très impressionnante. C'est une belle salle avec un très haut plafond, décoré avec des tableaux de l'époque, etc., où se mhm, réunit le Parlement néerlandais quand il est en séance solennelle. Et d'accord. c'était une commission du Parlement européen qui s'est réunie dans cette salle, très belle salle et tout. Et à la fin de la réunion, la personne dit, je vous invite, il voulait dire, je vous invite à prendre, il y a des rafraîchissements qui vous attendent à l'extérieur. J'ai fait un télescopage monstre entre amuse-gueule et casse-croûte. Et j'ai dit, je vous invite, alors moi, comme ça, je vous invite à prendre des casse-gueules juste à l'extérieur de la salle. Tout le monde s'effondre de rire. Je me suis dit, et je m'étais pas entendu le dire. Alors ça D'accord. aussi, ça m'a marqué. Les casse-gueules, là, je m'en souviendrai longtemps. Est-ce qu'à l'époque, tu t'enregistrais quand tu travaillais? À l'époque, j'étais tellement paniquée parce que c'était à mes débuts et je Ok, m'enregistrais pas beaucoup. Et maintenant, j'ai appris qu'il faut absolument s'enregistrer, c'est je pense que indispensable ça nous arrive à parce tous, hein. que l'enregistrement, il y a pas meilleur professeur que l'enregistrement. Vraiment. Effectivement, effectivement. Parce que Et à ouais, chaque fois que je m'enregistre, je n'aime pas, hein. Personne n'aime s'enregistrer, personne n'aime, ouais. mais, Mhm, mais vraiment, c'est la meilleure des choses à faire. Parce que les collègues, parfois, ils seront trop gentils pour le dire. Les clients, eux, ils sont aussi gentils. C'est très rare que les clients se plaignent. Donc, si on mhm, veut se perfectionner tous les jours, et d'ailleurs, il faut essayer de se perfectionner tous les jours en tant qu'interprète, même au bout de 40 ans de carrière, il faut pas se reposer. Il faut jamais se reposer sur ses lauriers. Et il faut avoir le courage de s'enregistrer vraiment et d'écouter objectivement
son enregistrement pour essayer Ah, justement de corriger les erreurs s'il y en a. Les tics, il y en a, s'il y en a, parce qu'on a tous des tics dans notre rendu. Donc vraiment s'enregistrer, ça c'est une recommandation que je ferai à tout le monde. et ça, c'est Marjolaine qui le dit après plus de 40 ans de carrière. Mais oui, parce que je crois que au bout de nombreuses décennies, on peut être tenté de dire, bon, j'ai tout vu, j'ai tout fait, je connais J'ai fait le tout, tour. j'ai fait le tour de la question, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, d'autant qu'avec les technologies qui n'arrêtent pas d'évoluer, Mhm. là, mon grand défi, mon prochain défi, ça va être l'intelligence artificielle et comment je vais utiliser cet outil à mon service en tant qu'interprète. Et justement, quel Et regard tu portes sur l'intelligence artificielle par rapport au métier? ça me fait peur parce que je sais que l'intelligence artificielle a pratiquement remplacé la traduction. Les traducteurs maintenant sont devenus des réviseurs. J'avoue que moi, je fais aussi des traductions et quand c'est une traduction qui m'ennuie, je la passe dans une des plateformes là et après je Mhm. révise. Donc le métier se perd et je me dis que bien, bon, ça va prendre quelques années encore, mais nous risquons d'être supplantés par l'intelligence artificielle. Est-ce que tu ne vois pas ça comme une évolution, justement, quand on parle de la traduction, le fait qu'aujourd'hui, les traducteurs, pour l'essentiel, ils fassent de la révision? Est-ce que ce n'est pas pour toi une évolution C'est un changement de métier, mais je dans vois le bon pas. sens? Peut-être pour les traducteurs, parce que de toute façon, pour le moment, les textes doivent être révisés, ça c'est clair. Pour Mhm. l'interprétation, je sais pas. Je sais pas encore, justement, c'est pour ça qu'il faut suivre de près. Mhm. Et je dirais aux jeunes aussi de bien se questionner et de ne pas se lancer dans l'interprétation comme ça aveuglément, sachant que dans quelques années, ils seront peut-être, je dis bien peut-être remplacés. Je pense que ce sera surtout le cas pour les réunions techniques et scientifiques, parce que là, la Mhm. machine, elle peut faire mieux que nous. Ça, c'est déjà avéré. Nous, ce sera sans doute pour les réunions qui demandent plus de nuances, donc les réunions diplomatiques, les réunions de négociation. Là, je crois qu'il faudra encore avoir des interprètes. Mais est-ce que nous ne serons pas trop nombreux, justement, sur le marché? Donc, oui, c'est un tas de questions que je suis en train de me poser en ce moment. C'est un tas de questions qu'on se pose tous, je pense. Absolument, Mhm. absolument. On verra bien. Ok, Marjolaine, Voilà. merci beaucoup. Je t'en prie. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Interpreters Journal. J'espère que ce voyage dans les coulisses du métier aux côtés de Marjolaine Escandouadike vous a inspiré autant qu'il nous a passionnés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire et à nous donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer de nos prochains épisodes, suivez-nous sur les réseaux sociaux AIC Africa. Merci et à bientôt.